Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 21 mars et nous serons ensemble jusqu'à 14h dans le ZCL. Aujourd'hui, nous allons recevoir différents invités dont Anne-Gaëlle Lubino et Joanne Dahomey. Elles vont nous parler du concours OSE. Elles sont déjà sur le plateau. Bonjour mesdames. Bonjour. On va recevoir ensuite Edith Evrilius, naturopathe. Elle nous parlera de la ménopause. Avec Jocelyne Gélabal, on viendra sur le festival Terre de Blues, donc l'édition 2024. Avec, on parlera de toute l'organisation, la programmation de ce festival. Avec Sandy Kelly, on va recevoir Marie-Isabelle Delacruz, écrivaine, qui nous parlera de son livre « Activer une meilleure version de soi ». Recevez vos bénédictions en 12 enseignements. Et avec Mylène Nicolas, directrice du Centre de gestion agréé, il sera question de la loi Finance 2024. Voilà pour les invités du jour. Au niveau des informations, on parlera de la semaine de la petite enfance et notamment de ce séminaire qui a été organisé. On reviendra dessus. Séminaire qui permet aux personnes porteuses de projets en lien avec la petite enfance d'avoir toutes ces informations pour mener à bien leur parcours. Il sera aussi question de la visite de terrain de monsieur Frédéric Sanor, donc directeur de l'ANS aux Abîmes. Il a visité le stade des Abîmes et constaté l'avancée des travaux de ce chantier. On reviendra sur l'agression à l'arme blanche d'hier sur Pointe-à-Pitre, notamment avec la conférence de presse de la procureure. Et il sera aussi question de l'inauguration de la base nautique de Rivière-Sens, donc à Gourbert. Voilà pour les titres de l'information. On va développer le premier sujet qui est la semaine de la petite enfance du département, donc cette semaine qui est nationale, qui a lieu donc du 16 au 23 mars, permet à différentes initiatives de voir le jour et de soutenir différents projets. Un séminaire justement a eu lieu pour les porteurs de projets qui accueillent les jeunes enfants. L'idée est d'améliorer leur parcours et à la fois la création et leur parcours en termes de mener à bien tout ce qui vient pour porter ce projet. On va voir un reportage de Solène Fèvre. Il a été très important pour nous au niveau du conseil départemental, des services de la PMI, du service accueil collectif des mineurs, d'organiser un séminaire à destination des porteurs de projets, mais aussi des responsables d'établissements qui accueillent de jeunes enfants, afin qu'ils connaissent mieux la réglementation en vigueur et que l'on puisse les accompagner au mieux dans la création de leurs projets. Donc on a des experts régionaux et nationaux qui sont là aujourd'hui avec nous. L'idée, c'est vraiment de fluidifier les parcours des porteurs de projets, puisque mettre en place une crèche, une micro-crèche, une maison d'assistants maternels, c'est tout un parcours, parfois un parcours du combattant, surtout quand on ne connaît pas la réglementation. Et donc l'objectif du séminaire de ce jour, c'est bien de mieux faire connaître cette réglementation pour que ce parcours se passe au mieux. Étant donné que nous, en tant que conseiller départemental, nous sommes chefs de file de la protection de l'enfance, il nous tenait à cœur de mettre tous ensemble les professionnels pour leur apporter des éclaircissements sur la réglementation de 2021 qui change beaucoup dans l'accueil de la petite enfance. La réglementation devient de plus en plus stricte à l'égard des établissements dans le but de protéger au mieux les enfants, les jeunes enfants de 0 à 6 ans. Et donc cette réglementation évolue très fortement. L'objectif, c'est que les porteurs de projets, les responsables d'établissement puissent suivre cette réglementation parce que le but au final, c'est bien sûr d'assurer la sécurité et le bien-être de ces jeunes enfants. L'intervenante que nous avons, c'est Mme Jabot, qui est un avocat et spécialiste des droits de l'enfant qui vient du barreau de Paris. Nous allons avoir demain des sociologues aussi pour tous ceux qui tournent autour de l'enfant. Donc ça a commencé depuis hier, mais c'était plus dédié au conseil départemental et au service. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus tous les professionnels qui sont dans le champ de l'accueil des jeunes enfants. On a eu un rapport l'année dernière du Défenseur des droits qui pointait le manque justement de places d'accueil à destination des jeunes enfants sur les territoires guadeloupéens, mais c'est quelque chose qu'on constate aussi à l'échelle nationale. C'est pas quelque chose de simple de créer des places en établissement. Donc on a encore un travail à faire pour arriver à s'adapter vraiment aux besoins des Guadeloupéens. Mais
ce séminaire fait partie de cette démarche justement pour donner l'ensemble des outils et des clés aux porteurs de projets pour que leur projet puisse réussir. Derrière l'accueil, nous avons aussi la sécurité de l'enfant, la santé. Et donc, nous, conseillers départementaux, nous devons former des professionnels. Et aussi, les professionnels se rencontrent pour échanger aussi leur expérience. C'est la toute première édition, en effet. On espère pouvoir le renouveler chaque année. Donc voilà, on s'appuiera bien sûr sur le retour d'expérience de cette édition, sur l'avis des participants. Mais l'objectif, c'est bien sûr qu'on puisse continuer chaque année avec ce type de séminaire. Voilà, donc premier séminaire lié aux porteurs de projets pour la petite enfance. On va parler sport maintenant et de la visite sur le terrain de Frédéric Sanor, donc directeur de l'Agence nationale du sport. L'idée était de pouvoir rassurer sur le financement, notamment celui du stade des Abîmes. Solène Fèvre était parmi eux. On voit un reportage ensemble. Aujourd'hui, nous sommes donc sur le site du stade et nous avons reçu monsieur le directeur de l'ANS qui est venu aujourd'hui nous rassurer sur le financement qui a été promis et donc acté par l'Agence nationale du sport, autour de 900 000 euros, d'abord 350 000 plus 550. Donc nous sommes vraiment sur un financement majeur pour un équipement de cette nature. Donc le chantier du stade va se poursuivre sereinement puisque nous avons déjà commencé les travaux d'étanchéité. Nous poursuivons en attendant la fin de saison et donc nous serons sur vraiment un équipement en travaux d'ici 3-4 mois. On sait que ce stade Nabajot, il est central, il est d'envergure, c'est le plus grand stade de Guadeloupe. À côté, on a des équipements de proximité qui favorisent aussi la vie associative du quotidien pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons et puis pour un peu tous les âges aussi. Et donc, on est vraiment sur des éléments de complémentarité, aussi bien sur la pratique du plus haut niveau régional, aussi bien autour du football que de la pratique de l'athlétisme, et puis sur la vie associative. Les actuels gymnases donc, vont être déconstruits pour laisser la place à un nouveau palais des sports capable d'accueillir entre 800 et 900 personnes, de manière à pouvoir mettre en compétition nos équipes de basket, de hand, les arts martiaux, nos judokas, etc. Donc ce sont des équipements structurants qui vont être mis en œuvre au centre-ville des Abîmes dans le cadre donc bien sûr des actions cœur de ville et nous sommes très heureux aujourd'hui d'annoncer que ces éléments-là sont des équipements majeurs, structurants pour le centre-ville des Abîmes et qui sont de nature à mettre en valeur nos sportifs de tous les jours. On est, c'est vrai, précautionneux dans les financements nationaux qu'on peut apporter de s'assurer effectivement que les besoins locaux sont pris en compte, mais aussi qu'on peut tendre vers une dimension développement durable qu'aujourd'hui les uns et les autres souhaitent intégrer. On a beaucoup parlé d'espaces qui peuvent être aussi en accès libre, ce qui est aujourd'hui important. Bien sûr, pratiquer au sein d'une association, c'est essentiel, c'est formateur, on développe aussi des éléments de citoyenneté, mais venir pratiquer en sortant du collège, en sortant du lycée sans contrainte, dans un cadre structurant, c'est aussi quelque chose de très important pour nous. Ces travaux-là se feront sans pour autant gêner la production des associations. Donc des équipements annexes et mobiles sont prévus, notamment la couverture des 3 salles que nous avons sur Bois-Ripaud, le Risé, le centre-ville. Donc les équipements sportifs seront toujours prêts à recevoir les entraînements des associations. Pour la compétition, bien sûr, nous allons essayer de travailler l'espace communautaire pour que certains stades, pas loin des Abîmes, puissent accueillir des clubs de football en compétition. Donc nous sommes prêts et voilà, la balle va être lancée. Voilà, donc on va revenir sur les informations tout à l'heure et on va commencer notre interview donc avec les invités qui sont sur le plateau. Donc Joanne Dahomey, adjointe au maire de la ville de Bémao, déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, et Anne-Gaëlle Lubino, donc chef d'entreprise fondatrice du Café Papier et marraine de cette première édition du concours OSE. Donc un concours qui est vraiment une nouvelle initiative pour permettre l'entrepreneuriat au féminin et permettre une autonomisation des femmes. Donc, en quoi consiste ce concours ? Bonjour, déjà Bonjour. Merci de nous avoir invités. Avec plaisir. D'avoir invité la ville de Bémao et Madame Anne-Gaëlle Lubino qui est la marraine de notre concours. Avant de vous présenter le concours, je vais revenir sur un peu la genèse et ce qui fait qu'on s'est dit qu'on va mettre en place ce concours. J'ai la délégation l'égalité femmes-hommes au sein de la ville de Bémao. C'est une délégation qui touche à la fois les actions que la ville peut entreprendre afin de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, quelles que soient leurs actions, quel que soit leur devenir,
Et parmi les temps forts de cette délégation, nous faisons généralement une manifestation le 8 mars dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Et nous avons décidé, toujours en lien avec le thème qui a été choisi cette année, d'aller au-delà du simple fait de valoriser la femme, présenter une femme, valoriser, faire le tour de ces femmes qu'il y a sur notre territoire. Et on s'est dit qu'on va au contraire donner aux femmes la possibilité de mettre en avant leurs talents dans le cadre de concours et vraiment toucher toutes les femmes qui sont sur le territoire de la ville de Bemao et faire en sorte qu'elles puissent partir de l'estime de soi. D'accord. C'est vraiment très important pour nous puisque on parle d'égalité. On sait que cette égalité, pour l'instant, n'est pas réelle en dépit de tout ce qui se fait, de tout ce qu'il y a comme loi, des avancées majeures qu'il y a au niveau du droit des femmes. Et on s'est dit qu'il s'agirait de leur offrir cette possibilité de montrer quels sont leurs talents, quel que soit leur domaine, et de les aider à structurer ce talent-là. Donc on a lancé le concours. D'accord, donc vous avez parlé d'une thématique. Est-ce que la thématique, du coup, elle est autour de l'entrepreneuriat ou bien elle est beaucoup plus large en termes d'égalité ? À terme, c'est leur permettre d'entreprendre. Donc on parle effectivement de l'entrepreneuriat au féminin. C'est à terme, c'est cela. D'accord. Mais c'est toucher plutôt cette frange de la population qui a toujours utilisé son talent pour se débrouiller, son talent pour le mettre au service des autres, qu'il soit culinaire, qu'il soit culturel, qu'il soit dans la mode, qu'il soit capillaire. Voilà, ce sont des choses que ces femmes font, qui sont en complément de leur vie de famille, de leur activité. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est leur permettre de se structurer. Vous verrez que dans la programmation de notre concours OSE, on va d'abord recueillir leur candidature, mais on va avant toute chose aider ces femmes à se préparer, à se présenter, valoriser ce qu'elles ont à dire, valoriser leur activité. Il y aura des ateliers. Ensuite, elles vont pouvoir le pitcher. D'accord. On va revenir sur la programmation. Est-ce que du coup, c'est ouvert à les femmes, quel que soit l'âge, quel que soit leur domaine quel que soit l'âge, quel que soit leur domaine d'activité, mais il y a quand même une restriction, c'est qu'on ne cherche pas à avoir ces femmes entreprenantes qui sont déjà dans un parcours institutionnel, associatif, qui sont déjà dans un processus de création. Mais vraiment, c'est toucher ces femmes qui, de leurs mains, de ce qu'elles savent faire, font sous le coude, font au profit des autres, et voilà. D'accord. Donc là, la marraine, c'est Anne-Gaëlle Lubino, chef d'entreprise. Alors, peut-être déjà la question du choix de Anne-Gaëlle. Et après, on va avoir la réponse de pourquoi elle a validé. La marraine, on l'a choisie parce qu'elle est... C'est une entrepreneuse, son parcours est très éloquent et je pense c'est un parcours qui cadrait avec ce qu'on cherche à mettre en avant dans le cadre de ce concours, c'est la valorisation du parcours de la femme qui à un moment donné a su se recréer, se réinventer pour ensuite faire de sa passion son activité, et je pense que c'est un peu pour cela qu'elle a accepté notre invitation. J'espère bien. Donc on va avoir la réponse du coup. Moi j'étais déjà bien sûr très honorée d'avoir été sollicitée pour être la marraine de ce concours, parce que voilà, pour une question de valeur, puisque le concours s'appelle OSE, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces histoires de passer de l'idée à l'action, et clairement on connaît tous des femmes qui œuvrent, qui font des choses et qui les font souvent parce que c'est elles, pour le love, sans forcément réfléchir à en faire une activité rémunératrice. Tout à l'heure on a parlé
thématiques. Les Nations Unies ont choisi cette année comme thématique d'accélérer l'investissement en faveur des femmes. On sait que les violences économiques, la violence économique, c'est une réalité parmi le panel des violences de genre qui existent. Et l'entrepreneuriat peut être un levier pour être plus autonome, pour en tout cas s'en défaire et avancer. C'est pour ça que moi j'ai été vraiment très honorée et contente d'être choisie comme marraine. J'imagine que, en tout cas j'espère qu'en les rencontrant, on pourra leur donner envie d'oser. Justement, est-ce que vous pouvez partager le parcours et les défis qu'on a en tant que femme entrepreneur? Alors il y a quelque chose qui va peut-être paraître paradoxal, c'est que moi je parle rarement de cette spécificité d'être femme entrepreneur. Un parcours d'entrepreneur quel qu'il soit, on en a déjà beaucoup parlé sur toutes sortes de supports. Il y a de la passion, forcément, il y a une idée qui entraîne suffisamment, un souhait d'entreprendre qui entraîne suffisamment pour qu'on le mette dans la matière, qu'on le fasse exister, qu'on aille le présenter au monde. Ça c'est pas rien. C'est pour d'ailleurs oser, c'est voilà, le nom du concours est très très bien choisi. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, ça n'est que le début. C'est comme quand on a un enfant, le dombré commence quand il est né. C'est pas voilà. Donc voilà, c'est à ce moment-là que la partie gestion, faire vivre, développer, pérenniser, c'est à ce moment-là que tout ça intervient. Le parcours d'une femme entrepreneur n'est pas forcément différent dans les choses à faire, dans les enjeux qu'il y a. Il l'est peut-être en revanche dans la perception que la femme a d'elle-même dans sa place d'entrepreneuse, d'entrepreneure, et de l'image que les autres ont d'elle-même. Mais intrinsèquement, être une femme entrepreneur, ça reste faire naître et vivre une activité économique, faire vivre des compatriotes et faire partie d'un territoire auquel on apporte sa pierre, quoi. Donc, on va revenir sur la programmation et sur le planning justement autour de ce concours. Est-ce que du coup vous pouvez un peu développer à quoi s'attendre quand on participe à ce concours? Alors il faut s'attendre déjà... Toutes ces femmes qui sont sur notre territoire peuvent récupérer un dossier de candidature. Alors sur le site de la ville de Bemao, elles auront accès à la boîte mail structurelle qui a été mise en place ainsi que le numéro de téléphone qui est dédié. Elles pourront récupérer un dossier de candidature version papier dans toutes les maisons de quartier. Excusez-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Dans toutes les maisons de quartier. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, ça arrive. C'est l'émotion. C'est le mot. Voilà. L'émotion. Ça va? Oui, ça va aller. Dans toutes les maisons de quartier. Ensuite, donc, entre le 8 mars et le 7 juin, c'est la date de dépôt de dossier. De dépôt des dossiers de candidature. Et toute personne, vous connaissez une femme dans votre environnement qui a un talent particulier, que vous souhaitez qu'elle puisse participer à le concours, vous pouvez récupérer un dossier et le faire à sa place. Une simple lettre suffit, avec la présentation du nom, de son projet, de ce qui leur tient à cœur, vos candidatures. Est-ce que du coup il y a une sélection ou bien Oui, donc on a prévu de faire une sélection entre le mois de juin et le mois de juillet, en fonction des dossiers qu'on va recevoir. D'ailleurs, le 8 mars, on a lancé le projet. On avait déjà un certain nombre de candidatures qui avaient d'ores et déjà été déposées. On va faire une sélection de toutes ces candidatures qu'on va recevoir. Et entre le mois de juillet et le mois d'octobre, on va leur proposer des ateliers avec les partenaires institutionnels et associatifs qui nous accompagnent, où elles pourront apprendre à s'exprimer, elles pourront apprendre à présenter leurs projets, elles auront aussi apprendre à structurer de manière juridique leurs projets, ainsi que financiers. Et ensuite, il y aura un pitch où elles seront amenées devant un jury que nous sommes en train de composer. Et aussi, on fait bien sûr un appel aux différents partenaires, toutes personnes qui se sentent concernées par notre projet, notre concours. Rapprochez-vous de la ville de Bemao et du service de Madame Dakalor si vous souhaitez y apporter une contribution. Et à terme, c'est vraiment valoriser des projets. Il y aura 3 premiers prix
Et au-delà de l'aspect financier, puisqu'ils auront quand même un bonus financier, c'est les aider à structurer, les permettre de rentrer dans un parcours institutionnel ou associatif. Et elles auront aussi la possibilité d'être sur le stand Joie Tradition de la ville de Bemao. Donc du coup, en fait, toutes celles qui sont sélectionnées, elles gagnent puisqu'elles sont accompagnées en fait, elles sont sur accompagnées. Tout le projet, voilà. sur tout la mise en place. Elles sont accompagnées, elles vont rencontrer des partenaires, elles vont rencontrer d'autres personnes. Donc on va sur du long terme. On ne s'arrête pas juste à la nomination des candidates. On entend les accompagner sur une période de 2 ans. On entend valoriser ce qu'elles ont à faire sur une période de 2 ans et faire en sorte qu'elles apparaissent dans les activités qui lui renseignent la ville. Et du coup, le rôle de la marraine dans toutes ces phases, elle intervient, elle donne des conseils, comment ça va se passer? Le rôle de la marraine, elle ne fait que commencer. On va participer à plusieurs réunions avec les partenaires et aussi la consolidation du jury. Moi, pour ma façon de voir les choses, bon, alors déjà, c'est de pouvoir effectivement donner mon avis, en fait, sur mon avis, en tout cas, contribuer à ce que ce concours-là ait une valeur ajoutée pour les personnes qui osent y participer, qui s'y présentent. Que ce soit, on dira ensemble, c'est un parcours qu'on construit, en fait, de m'assurer de la qualité de ce qu'on peut proposer, et puis surtout d'être là pour donner envie aux personnes de se montrer, de se sentir accueillies, et, d'être dans un espace où elles peuvent sortir du bois, montrer leur activité, savoir que ça sera valorisé, qu'on pourra les aider à en faire quelque chose qui sera une valeur ajoutée pour elles-mêmes, en fait. Si je peux me permettre, allez-y. Il ne s'agit pas pour la ville de rester dans un entre-soi. On tient vraiment... on a une activité publique sur cette notion du droit des femmes qui est très importante pour la ville de Bemao. On a déjà participé à pas mal d'actions en la matière et le fait de pouvoir valoriser l'estime de soi de la femme, cela passe par s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux entrepreneurs, s'ouvrir à ceux qui ont une autre vision de la perception des choses de manière à ce que l'aide qu'on puisse apporter à ces femmes sur le territoire soit une aide réelle, une aide qui soit effective et qui puisse être pérenne. On s'attend à ce que ce concours ne s'arrête pas cette année et continue, se pérennise et qu'il y en ait d'autres. D'accord. Donc là, limite du dossier, c'est 8 juin. 7 juin, d'accord. Donc pas de limite de domaine d'activité, pas de limite d'âge non plus. Non, pas de limite d'âge. D'accord, c'est juste d'habiter à Bemao. D'habiter à Bemao, d'accord. D'avoir des talents, de ne pas entrer dans un parcours associatif institutionnel, c'est-à-dire qu'on... Ne pas avoir déjà lancé. Ne pas avoir déjà lancé votre activité, ne pas... Voilà. Mais vraiment, c'est toucher cette frange de la population qui fait de leur talent quelque chose de particulier, quelque chose qu'on donne aux autres. Mais là, on leur dit, mais oui, vous pouvez donner, mais ça peut aussi vous apporter du bien-être. Aussi. Vous pouvez vendre. Vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent. En fait. Donc, alors, plusieurs façons de s'inscrire. Donc, à la fois aller sur, j'imagine, le site de la ville de Bemao, les maisons de quartier. Les maisons de quartier, oui. Et un numéro de téléphone qui s'est affiché à l'écran. Donc, bon, c'est juste dommage que je n'habite pas à Bemao. Voilà. Donc, mais sinon, si vous habitez Bemao, voilà, c'est l'occasion d'oser vous lancer et d'entreprendre au féminin. Donc, en tout cas, merci d'être venu pour parler de ce projet et bonne continuation. En tout cas. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir reçus. On va faire notre première pause publicitaire. On reviendra tout à l'heure avec donc Edith Evrilius. On va parler de ménopause, surtout l'aspect naturopathique autour de la ménopause. À tout à l'heure. Voilà, de retour sur le plateau pour la deuxième partie du ZCL. On va revenir sur les informations, notamment sur cette conférence de presse qui a eu lieu hier suite à l'agression à l'arme blanche sur Pointe-à-Pitre où 4 personnes ont été blessées ce mercredi par une femme déséquilibrée. Donc 2 personnes ont été transportées dans un état grave au CHU. On va voir ce reportage qui permet de refaire un tour sur cette affaire. Un reportage de Michel Héraclide.
ce matin, une femme dans la rue Frébeau a, avec une bouteille, commencé à taper une première victime, puis qui a tout de suite appelé les services de police. Les services de police qui sont intervenus, et cette dame était également armée d'un couteau et a commencé à frapper par derrière, enfin en avançant, elle a commencé à porter des coups de couteau sur plusieurs victimes, et les services de police qui devaient aussi secourir les victimes et en même temps l'interpeller, donc ont fini par l'interpeller. Elle a été placée en garde à vue, donc elle est actuellement en garde à vue, et il y a une expertise psychiatrique qui se déroule actuellement. Il y a dans les 4 victimes, donc il s'agit de 4 femmes âgées entre 44 ans et 75 ans. Il y avait 2 touristes et elle a vraiment frappé au hasard. Voilà, enfin, il y avait pas de, enfin, on attend d'avoir son audition, mais visiblement, ce n'est vraiment pas quelque chose de prémédité. Il s'agit donc d'une femme de 30 ans, sans domicile fixe, et les victimes, leur pronostic vital n'est pas engagé. Voilà, je crois que c'est ça l'essentiel, c'est que vraiment, il n'y a pas de risque vital actuellement. Moi, j'attends de savoir un peu de connaître l'état des victimes, plus précisément, pour voir, et son état mental aussi. Voilà, c'est ces 2 éléments qui vont être importants. C'est-à-dire quelle est l'ampleur du préjudice, quel est le nombre de jours d'interruption totale de travail, donc pour déterminer l'ampleur des violences et de pouvoir qualifier l'infraction. Et la deuxième chose, c'est on attend le rapport du psychiatre pour savoir si elle était responsable pénalement au moment des faits. L'objet de cette conférence de presse aujourd'hui, c'était vraiment de faire un point sur les différentes affaires de violence qui ont émaillé Pointe-à-Pitre et sa région ces derniers jours, et de pouvoir donc indiquer qu'il n'y avait déjà aucun lien entre eux. On est face finalement à une augmentation conjoncturelle de faits particulièrement graves, mais qui n'ont absolument aucun lien, et de dire que nous les prenons particulièrement au sérieux, qu'il y a des enquêtes judiciaires qui sont menées, que nous avons réalisé déjà des interpellations sur des faits précédents. Voilà, donc on essaie d'avancer. Il y a une augmentation des interpellations quand même depuis le début de l'année. Donc voilà, c'était pour dire qu'on travaillait dessus, qu'il y avait une présence aussi des services de police sur le terrain, et que nous allions continuer à être assez vigilants pour justement prévenir encore de nouveaux faits de violence. Voilà, une violence qui sévit donc en Guadeloupe, et notamment le député Eddie Califère a interpellé le gouvernement sur cet aspect, et la réponse donc de Marie Govenou a été donc 1700 policiers et gendarmes sont mobilisés sur tous les fronts matière de trafic d'armes, trafic de drogue, et elle a évoqué aussi l'installation en Guadeloupe de nouvelles brigades. Donc on reviendra sur ce sujet. On va parler maintenant de l'inauguration de la base nautique de Rivière-Sens, qui après 5 mois de travaux de rénovation et d'aménagement a été inaugurée, cette nouvelle base, hier, donc sur la plage de Rivière-Sens. Olivier Félix était parmi eux. On voit ce reportage ensemble. C'est une œuvre collective qui a commencé depuis quelques années, engager la première partie avec le département et ensuite la deuxième partie de l'infrastructure qui a été mise à disposition en 2023 par la ville de Gourbert à disposition du cercle des nageurs de la région de Basse-Terre, et ça finalise un grand projet rénové par le département et en partie par la ville de Gourbert, et donner aussi les moyens, la sécurité et toute une logistique pour nos enfants nageurs, mais aussi ceux aussi qui apprennent à nager. Et on l'a dit, une personne sur 10 ne sait pas nager. L'objectif aussi, c'est perfectionner ceux qui sont dans le milieu, mais aussi un nouveau public de personnes quelquefois âgées, des jeunes. Donc l'ouverture, très démocratiser la natation et faire en sorte aussi que nos enfants, surtout quand ils nagent, ils soient en sécurité avec le poste de sauvetage. C'est l'aboutissement d'un combat de 50 ans. Voilà, effectivement, un enfant sur 2 en Guadeloupe ne sait pas nager, 2 adultes sur 3 ne maîtrisent pas non plus le savoir nager. 98% de nos plages et de nos sites de baignade ne sont pas surveillés. Nous sommes heureux aujourd'hui que la première base départementale de sauvetage et de secourisme, à l'initiative du Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre, soutenu par le comité départemental de sauvetage et de secourisme de la Guadeloupe, puisse permettre donc non seulement à cette plage de Rivière-Sens de vivre et de fonctionner, mais également à l'ensemble de 40 000 enfants du sud Basse-Terre de pouvoir apprendre à nager, à sauver, à secourir. Ça va se développer, le président Losbar l'a dit, c'est prévu qu'on puisse avoir un site comme ça sur au moins chaque communauté d'agglomération dans un premier temps. Et donc, on espère pouvoir mener à terme ce projet avec le département, avec la région, avec l'État et avec les communautés d'agglo et les communes. C'est une très grande satisfaction pour nous que nous ayons pu réaliser ces équipements, que nous ayons pu effectivement
permettre l'acquisition de tout ce matériel. Et on sait que c'est dans les mains d'une association qui a fait ses preuves. Depuis des années, il y a cette pratique. Et sur, je crois, un autre site également. Mais ce que nous souhaitons, c'est que cette expérience puisse être aussi dupliquée sur d'autres territoires de la Guadeloupe. Donc, très grande satisfaction. Un investissement plusieurs paliers, puisqu'il y a à peu près les équipements et la route pour 250 000 €, mais également l'accompagnement pour le matériel, les planches à voile, tout ce matériel d'équipement, l'aménagement des lieux aussi pour sécuriser, puisque nous avons voulu que les enfants soient totalement protégés, parce qu'on ne peut pas être secourisme et sauvetage et qu'il puisse y avoir donc, des problèmes d'insécurité. Donc c'est pour cela aussi, la circulation a été revue, le passage piéton, les trottoirs, enfin tous ces éléments, c'était nécessaire pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Voilà, donc cette base nautique va à terme générer 6 emplois qui vont couvrir un large éventail de fonctions qui vont de l'encadrement des activités nautiques à la gestion administrative de la base. Donc c'est plutôt positif. On va pouvoir enchaîner avec notre focus du jour avant de recevoir Edith Evry, qui est déjà sur le plateau, qui va nous parler de ménopause. Aujourd'hui, c'est l'hommage à Manu Dibango, donc Emmanuel Dibango Ngoké. Donc Manu Dibango, surnommé Papa Groove, c'est un saxophoniste, compositeur, chanteur camerounais du world jazz, né en 1933, donc le 12 décembre au Cameroun. Au début des années 1950, il apprend le piano, joue de la mandoline et son ami Francis Bebé lui apprend les bases du jazz. Il découvre le saxophone et il va commencer à se produire dans les bals. Il rencontre le Grand Calais qui l'engage dans son orchestre. Ils enregistrent plusieurs disques qui remportent le succès en Afrique. En 1967, il développe son style musical et sort en 1969 son album Afro-Jazz Saxy Party. Au milieu des années 80, il crée le Soul Makossa Gang, sa troupe qui le suit partout avec son pianiste Justine Bowen et la chanteuse camerounaise Sissi Dipako. Il a notamment accompagné Serge Gainsbourg et fut invité par Luc Léandri sur le titre Bon Dieu Bon. Il fut animateur radio pendant 20 ans sur Africa Radio et en 2022, la ville de Saint-Calais inaugure une sculpture en hommage à Manu Dibango. Il décède le 24 mars 2020 à l'âge de 86 ans. Voilà, c'était pour le focus. Je ne suis pas sûre qu'on ait de musique avec, mais peut-être après, à la fin de l'émission. On va recevoir Edith Evry qui a un générique. Voilà, on lance le générique. Alors, bonjour Edith, bienvenue sur le plateau et on va parler ménopause aujourd'hui. Bonjour Iman, effectivement on va parler de ménopause puisque ce n'est pas une maladie et toutes les femmes, nous sommes vouées à passer par ce chemin, mais malheureusement il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas ce changement, je vais dire, et il y a beaucoup de maris aussi qui ne connaissent pas véritablement les affres de la ménopause. Et donc, quelquefois, ça peut poser problème et c'est matière à discussion. On va peut-être définir qu'est-ce que c'est la ménopause. Donc, on va définir c'est quoi la ménopause, mais avant, je préfère faire la genèse des choses pour qu'on puisse bien comprendre les modifications du corps, puisque le corps se modifie tout au long de notre vie. Qu'on soit homme ou femme, il y a une modification. C'est vrai que les femmes ont une modification qui est différente de celle des hommes, mais en tout cas, le corps se modifie tout au long de notre vie. Donc, je vais commencer à l'âge de 10 ans. Ah, on commence par le Entre début. 10 ans et 13 ans, on a un corps qui subit déjà une modification hormonale.
puisque c'est l'âge de la puberté. On remarque des petits poils qui poussent sur le pubis, des poils qui poussent sous les aisselles. Les enfants ont des boutons, de l'acné, quelquefois. Bon, les enfants prennent du poids. On sent la voix qui change. Donc, c'est déjà une première modification. La deuxième modification du corps, quand l'enfant a entre 13 ans et 16 ans, on arrive à ce qu'on appelle la maturation sexuelle. C'est-à-dire, c'est l'arrivée des premières règles. L'enfant prend soin d'elle, elle est joyeuse, elle peut être aussi anxieuse. C'est vrai qu'elle peut être stressée. Et c'est vrai aussi que là, les parents commencent à s'en inquiéter parce que, bon, peut-être, il y a le petit copain qui commence à regarder. Et cet enfant veut avoir... en fait, on va dire qu'elle prend soin d'elle, la fille. Ensuite, entre 16 ans et 18 ans, on va dire c'est le départ de l'âge d'ado et c'est l'entrée de l'âge adulte. C'est-à-dire, les règles sont installées, on va dire, entre 13 ans et 16 ans. Et entre 18 ans et 19 ans, c'est une autre vie. C'est la vie d'adulte qui rentre. Et donc, ce qui fait que cette personne a déjà une maturation sexuelle et ouvre la vie à la sexualité, et cette personne ouvre la vie à la sexualité, et cette personne commence à être un peu plus rebelle, commence à avoir des symptômes, elle peut être stressée, elle peut être anxieuse, elle peut être avoir des maux de tête, etc. parce que c'est une autre vie. Sortir de l'âge de l'ado et rentrer à l'âge adulte, c'est encore une autre modification, c'est encore une autre transformation du corps. Et donc, ensuite, maintenant, sortir de l'âge ado, on va rentrer dans l'âge adulte, et à partir de 20 ans, 25 ans, maintenant, c'est l'âge d'adulte qui s'installe. Donc, c'est la vie active, le corps prend une autre transformation, puisque, bon, ce corps, peut-être la personne, cette fille peut vivre avec quelqu'un, vivre en couple, peut être enceinte, le corps se transforme, le corps a une autre manière d'opérer, et donc, c'est une autre transformation. Maintenant, comment arriver à la ménopause? À partir de 45 ans, entre 45 ans et 49 ans, on a ce qu'on appelle la transition du corps. Parce que, bon, nous avions un corps entre 10 ans et 13 ans qui commence à s'affirmer, parce que là où les hormones font leur entrée, et après, maintenant, nous avons, à partir de 45 ans, 49 ans, un corps qui est dans une autre transition. Parce que ce corps va se mettre progressivement en périménopause, voire en préménopause. Et c'est là où on a beaucoup de transformations qui se font. Il se pourrait que cette personne soit très anxieuse, soit dépressive, soit fatiguée, et des maux de tête, parce que les hormones commencent à véritablement se mettre en pause. Donc je dirais, à 10 ans, 13 ans, le corps, il fleurit, puisque les hormones sont là, c'est la sexualité, c'est les règles, c'est tout qui arrive. Et à partir de 45 ans, 50 ans, c'est un corps, donc les hormones commencent à se mettre en pause. Donc pour imaginer, on va dire que les hormones sont en train de faner. Et donc c'est un corps qui rentre en pause. Et à ce moment-là maintenant, on peut soit avoir les règles très irrégulières, on peut ne pas les avoir, on peut avoir les règles très abondantes, ne pas les avoir abondantes. Et là, véritablement, cette personne peut être stressée, peut être dépressive, peut être en burn-out, parce qu'elle a du mal à se comprendre elle-même. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et pourtant, je ne suis pas malade. J'ai des sécheresses vaginales, j'ai des démangeaisons, etc. Donc, il y a des modifications corporelles, voilà, liées à ces hormones. Il y a des modifications corporelles. Et maintenant, à l'âge de 50 ans, 55 ans, nous sommes dans la dernière lignée. C'est là où maintenant la ménopause s'installe véritablement. Et c'est là où nous avons tous les maux qui peuvent apparaître. On peut être en burn-out, on peut être hyper tendu, on peut être avoir une démangeaison de la peau,
on peut avoir des insomnies, on peut avoir envie de pleurer, des crises de pleurs. Et c'est à ce moment-là maintenant qu'on est véritablement dans l'ère de la ménopause, des sécheresses vaginales, comme je viens de dire. Et donc, plusieurs symptômes différents qui peuvent varier. Plusieurs symptômes. Il y a au moins une vingtaine de symptômes qui peuvent arriver parce que ça dépend du corps de la personne. Je dis toujours qu'elle n'est pas faite en série et qu'elle nous différent l'un de l'autre. Et donc, ces symptômes occasionnent aussi à ces gens un stress. Ces personnes qui ont déjà un stress dans la vie au quotidien. Et ces personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre le stress, entre le travail, entre la périménopause, entre la préménopause et entre la ménopause. Donc, c'est à cet instant que je dis que la ménopause n'est pas une maladie. C'est véritablement un fonctionnement naturel du corps où le corps rentre dans une période de pause, mais ça ne veut pas dire que la vie est finie. C'est vrai qu'on n'enfante plus, c'est vrai qu'on ne fait plus d'ovulation, c'est vrai qu'on ne voit plus les règles, mais aussi c'est vrai à partir de ce moment, entre 50 ans, 55 ans, c'est le moment de s'occuper de soi, de s'estimer et de dire, bon, maintenant, je suis en ménopause, j'admets, il n'y a pas le choix, de toute façon, il n'y a que le choix, c'est d'admettre. Et donc maintenant, il faut que je me prenne en main. Il faut que j'aille peut-être chez la coiffeuse, il faut que j'aille faire mes massages, il faut que, et être à l'écoute du corps, à savoir ce qu'on doit faire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? À mon cabinet, j'accompagne souvent des gens qui ont ces symptômes, parce que c'est vrai que la ménopause crée des symptômes. J'accompagne toujours ces gens en équilibrant premièrement les hormones. Nous avons des plantes médicinales qui sont des plantes sédatives. Nous avons de la gémothérapie. Nous avons aussi des huiles essentielles diluées à des huiles végétales qui peuvent faire du bien. Il faut aussi mettre une autre hygiène de vie, une autre hygiène alimentaire, avoir une meilleure gestion de l'eau et aussi prendre soin de soi. Se trouver une occupation, se trouver des activités pour générer la joie, pour générer le bonheur, mais il faut équilibrer ces hormones puisque dans ma clientèle aussi, il y a des personnes qui n'ont pas pensé à équilibrer ces hormones et qui ont 70 ans, 75 ans, qui sont encore en bouffée de chaleur, qui ont des sueurs froides et qui ont quelques symptômes de la ménopause. Donc, pour ce, je vais donner mon numéro de téléphone, c'est le 06 90 73 78 17. Je suis au 63 rue Lamartine et je fais des protocoles pour accompagner les personnes à mieux vivre l'ère de la ménopause. Que ça ne soit pas subi, mais... Non, il faut vivre et il faut être dans l'acceptation de sa ménopause. Il ne faudrait pas faire un rejet. Il ne faudrait pas non plus que les personnes se culpabilisent parce qu'elles sont ménopausées. Il faut être dans l'acceptation de la ménopause, vivre avec sa ménopause et se rendre joyeuse. Et pour qu'on puisse, moi je dis, s'il reste quelqu'un à 55 ans, il lui reste 40 ans à vivre. Donc 40 ans où il faut trouver d'autres activités, il faut se faire plaisir. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir parlé de cette transition de vie qui est souvent mal vécue et de parler des différentes solutions qu'on peut avoir par rapport à cette période. Merci beaucoup. On va pouvoir enchaîner avec notre prochaine invitée, donc, qui est Jocelyne Gélabal, donc présidente de l'Office du tourisme de Marie-Galante, organisatrice du Festival Terre de Blues et donc 22e édition qui approche. Donc c'est on va dire un vrai événement, un symbole culturel pour la Guadeloupe et pour Marie-Galante. Et vous venez nous parler de cette programmation à venir. Bienvenue sur le plateau. Merci à vous, je suis contente d'être là. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette prochaine édition, des temps forts qu'il y aura sur cette édition qui a lieu donc au mois de mai? Oui, alors c'est un festival, donc Terre de Blues de Marie-Galante, qui a lieu du 17 au 20 mai cette année. Les dates évoluent en fonction des années puisque c'est un festival qui se déroule sur le week-end de la Pentecôte.
Oui. Voilà, donc du 17 au 20 mai. Et nous n'allons bien évidemment pas déroger au principe du Festival Terre de Blues. Nous avons beaucoup de connaisseurs aujourd'hui qui connaissent le principe même du festival, qui savent un peu quel style musical on y trouve. Et puis vous avez d'autres festivaliers qui viennent aussi pour profiter, en plus de l'événement, de l'ambiance qu'il y a tout simplement à Marie-Galante, sans même connaître, sans même aller chercher d'ailleurs la programmation. Ils sont déjà là que nous avons. Ils sont déjà là. Voilà, les maisons sont déjà louées, les villas sont louées, les places à la place pour justement l'hébergement, oui, pour les gens qui veulent venir encore. On peut encore. Alors, je vais d'abord commencer par vous donner à peu près j'ai pas envie de dire l'envie d'ailleurs d'y aller, mais pour confirmer en tout cas votre obligation d'y être, parce que c'est quand même 4 jours, c'est quand même le plus gros festival en Guadeloupe. C'est un festival qui se passe à Marie-Galante, mais c'est un festival de Guadeloupe, puisque c'est un événement qui est soutenu par les différentes collectivités, donc la région, le département, la communauté de communes de Marie-Galante, voilà, donc nous avons... Donc la thématique cette année... Alors, cette année, la thématique, c'est Racines et Résonance. Racines et Résonance. Pourquoi? Parce que nous avons encore eu besoin d'affirmer, en fait, l'identité du festival. Nous avons commencé ce travail-là l'année dernière. Vous avez vu le résultat après ces 2-3 années de pause. Voilà, et donc on poursuit là, aujourd'hui, cette année, sur Racines et Résonance, avec des artistes qui nous rappellent un peu notre identité musicale. Oui, il y a Canada, il y a voilà, exactement. On a plusieurs. D'autres comme Loïc Amboulé, Morane Voyer, Fanny G, qu'on ne présente plus, donc une place importante au Zouk, parce qu'on oublie quand même souvent que c'est notre musique. Donc en ouverture de ce festival, nous aurons vraiment très très gros clin d'œil à notre musique à nous, qui s'est exportée un peu partout sur cette planète. Et puis, donc je vous disais, des artistes comme Morane Voyer qui nous propose aussi une musique traditionnelle, mais ancrée, une musique quand même influencée par notre temps. Une jeune artiste que j'ai découverte, et beaucoup l'ont découverte là, c'était Siva. Oui. Qui a remporté donc le concours Tremplin Talent. Voilà, donc un concours que nous mettons en place pour permettre justement à ces nouveaux artistes, parfois donc jeunes artistes, voilà, de pouvoir se faire connaître et de profiter d'une scène extraordinaire comme celle du Terre de Blues, donc nos artistes à nous. Et puis une artiste Neka que j'aime beaucoup, puisqu'elle nous permet aussi de rappeler nos racines africaines, puisqu'on parle souvent du blues. Les gens nous disent oui, on a l'impression que de plus en plus, il y a de moins en moins de blues. Non, ce n'est pas vrai, parce que le blues, c'est une musique qui évolue, c'est une musique qui s'adapte en fait à la vie, et c'est une musique qui, c'est vrai, a pris racine en Afrique, et Neka nous le rappelle, et donc d'autres artistes aussi qui viennent nous rappeler que cette musique a évolué, Zouk All Star, et puis sans oublier le reggae avec Kofi, très très grand artiste aujourd'hui, qui je crois fait l'unanimité, parce que les jeunes parfois ont le sentiment que sur les 3 jours il manque un petit peu de représentation, mais là Kofi met tout le monde d'accord. Tabou Combo, les rois du compas, donc tout le monde est servi, Zouk Orchestra, Coco et Rotin, enfin voilà. Il y a vraiment pour tout le monde, tous les goûts. Tout le monde, tous les goûts, une mosaïque en fait musicale au Terre de Blues comme chaque année. Est-ce que du coup on va avoir plus de moyens d'y parvenir? Les conditions de transport vont être accentuées, enfin augmentées? Alors systématiquement c'est fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, pour venir à Marie-Galante, il faut essentiellement passer par la mer. Il n'y a pas de choix. On n'a pas d'autre possibilité, mais l'Express des îles est un partenaire qui est vraiment au rendez-vous, donc il y a des rotations supplémentaires qui sont mises en place. J'invite vraiment les gens à prendre leur billet très 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 tôt, et puis d'ailleurs en fonction de l'affluence, je pense qu'il va y avoir des bateaux supplémentaires qui vont être mis en place. L'essentiel, c'est de ne laisser aucun festivalier sur le bord. J'imagine. Sur le bord. Est-ce que justement ce festival contribue vraiment à l'économie
l'économie en Marie-Galante, est-ce que vous voyez les retombées financières sur l'île en particulier? Absolument. Alors, c'est vrai que là, nous avons entamé récemment des travaux pour commencer à travailler à cette étude-là sur les retombées du festival. Les premiers éléments vont sortir cette année. C'est quand même une première. Nous nous en félicitons parce que c'est vrai que nous voyons l'impact. On va encore parler d'argent. Les gens nous disent qu'on parle d'argent, mais voilà, ce n'est pas une organisation privée. C'est une organisation qui est mise en place par la communauté de communes de Marie-Galante. Donc, ce sont 3 communes qui se rassemblent et puis qui donnent mission à l'Office du tourisme pour mettre en place cet événement qui est une vitrine pour Marie-Galante. Donc, oui, il y a un impact. Le festival, c'est un budget d'à peu près 1,2 million. Donc, avec effectivement des artistes, mais des prestataires à Marie-Galante, en Guadeloupe, qui nous permettent de pouvoir offrir ce très bel événement. Donc les impacts, bien évidemment, sont là. Les gens reviennent. Les communes aussi, ou bien spécifiquement sur... Alors, l'événement se tient toujours sur le site de Murat, qui est mis à disposition par le conseil départemental. Vous avez donc des animations qui sont faites dans le bourg, donc avec un très beau village d'artisans de Marie-Galante et de Guadeloupe. Une petite scène qui est très, très bien active, d'ailleurs, le lundi, puisque le dernier jour, c'est le lundi. Le festival se tient du vendredi au lundi, donc 4 jours. Et partout ailleurs sur l'île, nous accompagnons des événements, quelques restaurants qui peuvent permettre donc aux gens de manger en musique ou d'avoir des événements par-ci, par-là sur le territoire, donc sur Saint-Louis, sur Grandbourg et sur Cap-Esther. Donc c'est tout Marie-Galante qui vivre en fait pendant 4 jours. Donc vraiment, il faut faire les réservations dès que possible, si je comprends bien, pour être sûr d'avoir sa place, en tout cas pour hébergement, transport et pour le pass, il y a plusieurs passes qui sont proposés. Il y a plusieurs passes qui sont proposés. Alors le pass 3 jours, parce que le lundi, les concerts sont gratuits, donc c'est une très bonne chose. Le pass de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, qui est en vente en fait sur All Mall. Nous avons fait des ventes à tarifs réduits qui sont partis en 2 jours. Voilà, mais donc il en reste encore et puis vous pouvez effectivement sélectionner les jours pour lesquels vous voulez regarder le concert, mais le pass 3 jours, c'est le plus adapté puisque bien évidemment on peut tout voir. Bon, super, très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être revenu pour nous parler de ce festival. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet à la période du festival. En tout cas, ne tardez pas pour vous inscrire et réserver vos places. On va faire... Pour les logements, excusez-moi, juste une petite précision. Oui. Nous mettons sur les pages, sur les réseaux sociaux de l'Office de tourisme, une mise à jour des logements qui sont disponibles. Les hébergeurs viennent vers nous et puis nous proposent des logements. Donc, regardez régulièrement le lundi. Le lundi, d'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas. On va faire notre deuxième pause publicitaire. On reviendra tout à l'heure avec Sandy Kelly qui va recevoir Maria Isabelle Delacruz, écrivaine. Et on aura aussi Mylène Nicolas pour nous parler de la loi de finances 2024. On se retrouve tout à l'heure. Et nous voilà de retour sur le plateau du ZCL, 3e partie. Et donc, on reçoit Sandy Kelly. Bonjour. Bonjour, Iman. Chroniqueuse du ZCL, qui reçoit maintenant Maria Isabelle Delacruz. Delacruz, oui. Voilà, donc, pour sa rubrique Média. C'est ça. On va lancer le générique. Alors, un petit retour. Ok, donc Sandy, je... longtemps qu'on t'a pas Ça fait longtemps, vraiment, trop longtemps. Trop longtemps. Voilà, nous sommes dans la rubrique Média. Je reçois une charmante et lumineuse femme. Elle est écrivaine,
psychologue social de la santé et des risques psychosociaux. On reçoit aujourd'hui sur le plateau Maria Isabelle de la Cruz. Bonjour. Bonjour à toute la Guadeloupe. Vous êtes magnifique. Merci. Merci beaucoup. Je lui disais ça. Alors, pouvez-vous nous en dire davantage sur vous, Maria Isabelle? Vous êtes également sexologue clinicienne. C'est ça. Alors, bonjour à toute la Guadeloupe. Bonjour aux Guadeloupéens de la Guadeloupe, de la Caraïbe et du monde entier. Effectivement, donc, ma profession m'a choisi, j'ai envie de dire, ma mission de vie m'a choisi, parce que je suis psychologue sociale de la santé des risques psychosociaux. Suite à cela, j'ai voulu pousser un peu plus loin pour encore plus me rapprocher quelque part des sciences humaines. J'ai étudié donc la sexologie clinique et bien évidemment pour parfaire quelque part, j'ai envie de dire une base, hein, parce que c'est une continuité, c'est un chemin. J'ai poursuivi avec l'intelligence émotionnelle afin de vraiment comprendre quelque part les différents mécanismes à la fois de la psyché, donc de l'activité cérébrale, de l'imagerie cérébrale, des émotions, donc de l'intelligence émotionnelle et des différents langages, et également de la sexualité qui est la discipline charnière vraiment de l'être humain. Et forcément, quand on fait un travail justement sur ces trois pôles, effectivement, on active effectivement cette meilleure version de soi qui est possible, qui n'est pas utopique. C'est un parcours, comme j'aime à le dire, douloureux, mais salvateur et nécessaire pour qu'on puisse vivre une vie en sérénité intérieure, parce que c'est possible. Voilà. Très bien, nous avons évoqué donc vos multiples casquettes, dont celle d'écrivaine. Et si vous le voulez bien, tout à l'heure, nous parlerons du livre. Mais j'aimerais, dans un premier temps, qu'on s'attarde sur la psychologie sociale, qui est votre spécialité, et qui est la branche justement de la psychologie qui étudie de façon empirique comment les émotions, les comportements des individus sont influencés par ceux qui les entourent. C'est ça, et je vous laisserai justement développer tout à l'heure. Donc, je comprends, d'après mon analyse, que la psychologie sociale s'intéresse à l'homme au sein de la société, c'est bien ça? Absolument. La psychologie sociale permet vraiment d'étudier les différents comportements, de l'être, hein, donc au sein de ces interactions. Et effectivement, on en apprend beaucoup sur les comportements simplement en observant la psychologie d'une personne. Quelles sont les causes les plus fréquentes de vos consultations, Maria? Alors, depuis le Covid, qui a été vraiment une période très difficile émotionnellement et non verbalisée, il y a eu beaucoup de faits qui n'ont pas été verbalisés. Cependant, les comportements indiquent. D'accord. Donc nous avons la communication verbale, la communication non verbale, les pensées conscientes et les pensées inconscientes, mais guidées tout de même par les émotions qui font partie de nous. Nous naissons avec nos émotions, nous mourrons avec nos émotions, et mieux vaut effectivement les accueillir, les identifier pour qu'elles deviennent finalement nos meilleurs amis et donc des bons viseurs dans notre vie, parce que c'est ce que nous avons, c'est comme notre Bible en fait. Hein. Voilà. Donc quand quand on arrive à développer cette alliance avec les émotions, effectivement, on se libère des schémas toxiques, des blessures, des traumas, voilà, de tout ce qui pourrait enclaver finalement ce quotient émotionnel, parce qu'il est voué quelque part à briller. Donc s'il ne brille pas, c'est qu'il mérite tout simplement d'être nettoyé. Pour ça, il y a des exercices, il y a un accompagnement et cela fonctionne. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut estimer que guérir émotionnellement de façon intrinsèque permet une certaine libération physique ou physiologique? Est-ce que ça se voit lorsqu'on est libéré de l'intérieur? Est-ce qu'on brille? Est-ce qu'il y a vraiment un effet qu'on peut constater? Ça se voit, ça se ressent d'ailleurs. C'est une énergie qui ne se voit pas, qui n'est pas palpable physiquement, mais qui pourtant se ressent. Voilà, ça se ressent. Enfin, je ne sais pas, vous ressentez peut-être pas, les auditeurs, cette énergie qu'il y a sur le plateau. Mais quand on parle des émotions, on parle vrai. On parle vrai, on accueille la personne en toute sincérité, en toute authenticité. Je t'accueille.
je t'accueille, namasté, je t'accueille. Et c'est juste ça, parce que la grande difficulté aujourd'hui, et effectivement, le Covid a été un élément déclencheur de cette difficulté, c'est que beaucoup de personnes se ressentent seules émotionnellement, n'arrivent pas à verbaliser, n'arrivent pas à extérioriser finalement ce qui blesse. Et nous le voyons quelque part. Nous avons un taux de suicide quand même qui est à la hausse. Nous avons une recrudescence de violence, voilà, sans explication. Je prends le cas, je suis guadeloupéenne, je suis née à Pointe-à-Pitre. Hier, il y a eu un fait qui était quand même assez grave à Pointe-à-Pitre. On en a parlé. Voilà, donc on se rend bien compte qu'il y a vraiment un mal-être, en fait. Et effectivement, il y a une forme de violence dirigée vers la personne qui ressent toutes ces émotions violentes, mais nous avons aujourd'hui des personnes qui sont tellement mal en elles qu'elles dirigent quelque part cette violence vers l'autre. Et c'est où nous devons tirer cette sonnette d'alarme. Nous avons souvent eu peur de dire ce qui pouvait nous blesser, mais aujourd'hui c'est une nécessité de s'écouter. Parce que voilà, ça explose aujourd'hui. Ça explose aujourd'hui, nous ne pouvons plus cacher quoi que ce soit. Je vous le dis très sincèrement, je sors de Pointe-à-Pitre, j'ai eu connaissance effectivement d'une histoire. On a ce besoin, les gens ont besoin de parler, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de se sentir acceptés. Tels qu'ils sont, voilà. Et justement, et par rapport, alors du coup, par rapport au livre, est-ce que vous livrez des clés essentielles de guérison ou de pouvoir passer à une étape supérieure, en tout cas? Absolument. J'ai envie de dire que j'ai osé, à travers mon expérience personnelle, parce que je suis née avec une malformation cardiaque qui, en moi, s'est manifestée avec la peur de la mort. Étant petite, sans pouvoir mettre des mots dessus, forcément, je me suis dirigée vers des personnes. J'ai vécu des situations qui n'étaient pas destinées à moi. Et même aujourd'hui, je dis, wow, j'ai quand même vécu ça. C'est que j'étais quand même loin de moi. J'ai dû mener moi-même ce chemin pour venir à ma propre rencontre et effectivement voir tout ce qui pouvait enclaver mon quotient émotionnel lumineux et brillant, et notamment sur cette peur en fait de la vie, cette peur de se dire je peux vivre des activités et forcément. Donc le livre est dédié justement à l'activation de la meilleure version de soi qui permettent de mettre en lumière en fait notre propre parcours, de mettre en lumière également nos pensées, nos émotions, même nos points dans le corps. Il y a une partie donc dans le livre qui relate quelque part les points, les ressentis physiques en fait, parce que quand on ne se sent pas bien, en se posant simplement, en prenant une respiration ample et profonde, le corps nous indique où il y a des points de tension. Ça peut être au niveau de la tête, ça peut être les points de tension généralement au niveau des tempes, derrière les oreilles, au niveau des cervicales. Là, ce sont des zones qui disent clairement, ensuite, absolument, qu'il y a un travail à faire pour lâcher, d'accord, changer la manière de voir telle idée, changer de perception. Et effectivement, ce livre est très intéressant parce qu'il accompagne au changement de perception pour se sentir mieux, pour se sentir bien. Voilà. Mais moi, j'aimerais justement vous parler d'une chose. C'est vrai que par politesse, convenance ou même par de vouloir plaire aux autres, nous sommes nombreux à porter un masque en société. On a du mal à être authentique et en même temps le climat est anxiogène. On parle beaucoup de déception, de trahison et autres. Comment être justement libéré de tout ça? En allant à sa propre rencontre. Il ne faut pas avoir peur d'aller à sa propre rencontre aujourd'hui. Et nous avons un vrai travail à faire sur nous pour réécrire notre histoire. Réécrire notre histoire ne veut pas dire oublier celle qui a contribué à nous construire, d'accord? C'est simplement l'accueillir et dire très bien, c'est mon ancienne histoire, je fais un travail dessus, je vois mes blocages, je vois mes traumatismes, je vois tout ce qui aurait pu agir sur moi de manière toxique, négative, pour que je puisse briller. Je m'octroie ma légitimité d'être et de vivre. C'est la première conscientisation en fait à avoir. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit d'exister en fait. Et forcément, quand on chemine vers cela,
concrètement, tout ce qui ne convient pas à ce bien-être est mis en lumière. On a envie de lire ce livre. Hein? Complètement. Où est-ce qu'on peut le trouver? C'est ça. Alors oui, on peut le trouver sur Amazon, d'accord, sur la FNAC, et puis il est également présent physiquement dans toutes les librairies francophones. C'est un livre édité par les éditions Baudelaire. Donc effectivement, vous allez le trouver. Je reste disponible sur les réseaux sociaux. Si vous ne trouvez pas, vous avez besoin d'une adresse, vous n'hésitez pas. J'imagine aussi que pour des consultations, on peut vous contacter. Voilà. C'est ça. Pour les consultations également, je reçois donc au centre d'accueil et d'hébergement Bel Air qui se situe à Petit Havre-Gosier, route de Bernard, sur rendez-vous du lundi au vendredi. Donc vous n'hésitez pas. Je suis également présente sur le cabinet. Voilà, le cabinet dans lequel je travaille est présent sur les réseaux. Donc c'est Upgrade Consult, FWI. Sinon, Maria-Isabelle de la Cruz, et franchement, vous n'hésitez pas, je réponds aux questions. Voilà, il n'y a pas de difficulté à cela. On comprend bien qu'il y a des prédispositions pour activer sa meilleure version en attendant de lire ce livre. En tout cas, merci beaucoup pour votre venue sur le plateau de la chronique SDSM et du ZCL News. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Merci avec Merci infiniment et voilà, c'est un très très beau moment, merci. Et à très bientôt. Merci. On va enchaîner donc avec notre prochaine invitée, donc Mylène Nicolas, directrice du Centre de gestion agréé. On parle autre chose, finance. Et on va parler justement de cette loi de finances avec les changements fiscaux qui vont y avoir, notamment, je crois, une baisse d'impôts. Ça intéresse tout le monde. Oui. En l'occurrence, j'aimerais quand même faire un petit aparté quand même déjà pour présenter le centre de gestion. Oui. Le centre de gestion existe maintenant depuis 1978. Nous sommes auprès des petites entreprises, on les accompagne en matière d'assistance de gestion, de formation et de prévention de difficultés des entreprises. Nous sommes aussi un centre qui avons un agrément fiscal, donc nous avons un agrément de l'administration fiscale qui nous permet en fait de faire des contrôles, ce qu'on appelle des examens périodiques de sincérité. Et les petites entreprises ont une sorte de double sécurité fiscale quand nous faisons ce genre de contrôle et nous délivrons des comptes rendus de mission en fait à l'administration fiscale. Donc voilà, en gros c'est ça. Et on a aussi ces adhérents ont des avantages fiscaux à adhérer auprès du centre. Par exemple, pour ceux qui ont des experts comptables, ils ont la possibilité de voir les honoraires déduits jusqu'à un plafond jusqu'à 915 €. Donc il y a un tas d'avantages, nos adhérents le savent déjà, et j'invite un petit peu les entrepreneurs à prendre contact avec nous, cgera-guadeloupe.fr. Merci pour cette présentation. On en revient à la loi de finances. Oui, alors donc, est-ce que vous pouvez nous parler des mesures justement fiscales qui vont changer par rapport à cette loi? Un tas de mesures. Donc en fait, je n'oublie pas de vous dire que vous êtes invité à cette conférence qui va avoir lieu le 26 mars au World Trade Center de Jarry. Cette conférence est ouverte à tous. C'est vrai qu'elle est vraiment dédiée un peu plus aux entreprises, mais il y a des sujets aussi qui sont abordés pour les particuliers. Nous organisons cette manifestation en collaboration avec les experts comptables, avec l'administration fiscale, la DGFiP, et avec la Chambre des avocats. Voilà. Donc plusieurs sujets en fait vont être abordés et chaque intervenant va intervenir dans son domaine de compétences. Par exemple, l'administration fiscale va nous présenter la facturation électronique. Donc aujourd'hui, on en entend parler beaucoup, mais on ne sait pas ce que c'est. On confond avec les factures en PDF, etc. Donc l'administration fiscale, c'est pas du tout la même chose. Donc je ne vais pas vous en dire plus. Il faut vraiment venir mardi. Voilà. Ça, c'est un teaser de fou.
Voilà. Et donc, ils vont vous expliquer le déploiement, ce que c'est, etc. En collaboration aussi avec un expert comptable qui va intervenir pour expliquer comment l'expert comptable assiste son client dans cette démarche et ce déploiement de la facture électronique. Nous allons, pour les particuliers, parler de l'impôt sur le revenu, la revalorisation des seuils, ce que vous appelez-vous baisse des impôts. Baisse des impôts, voilà. Est-ce que c'est une vraie baisse? Est-ce que c'est une baisse pour certains seuils, pour certaines tranches, comme tous les ans. Voilà. Et nous allons aborder aussi tout ce qui tourne autour des jeunes entreprises innovantes. Alors souvent, on a tendance à dire mais oui, mais aux Antilles ou en Guadeloupe, où sont les entreprises innovantes? C'est vrai que dans les DOM, l'île de la Réunion est vraiment porteur de l'innovation. Nous ne sommes pas en reste en Guadeloupe. Nous avons vraiment un vivier d'entreprises innovantes. Et il y a des dispositions particulières. Et il y a des dispositions particulières. Donc j'invite vraiment ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes actifs à venir écouter tous les dispositifs qui seront mis en place et les crédits d'impôt pour ce type d'entreprise. Nous allons aussi aborder le thème du partage de la valeur. On appelle souvent prime Macron. Comment on va pouvoir l'appliquer pour l'année 2024. Nous allons avoir un volet gestion de patrimoine. Vous n'êtes pas sans savoir que notre population est vieillissante. Il faut vraiment faire une passation. Donc, comment transmettre une entreprise, comment ça va se passer, etc. Donc, un interlocuteur de l'ordre des experts comptables va expliquer tout cela. C'est une manifestation qui va être vraiment très interactive. Hein. Donc, le public peut participer, peut poser des questions. Voilà. Nous allons bien sûr aborder le sujet de la défiscalisation en Outre-mer. Récemment, nous avons eu un rapport de l'inspection générale des finances qui a un petit peu dénoncé les fraudes massives autour de cette défiscalisation. Nous avons eu très peur. On a pensé perdre les avantages de la défiscalisation. Certains de nos confrères et sénateurs se sont battus pour pouvoir remettre tout cela et pour qu'on puisse continuer d'en bénéficier. Mais à quel prix? Et c'est ce qui sera débattu en fait ce mardi 26. Donc il faut vraiment venir pour avoir la réponse à toutes ces questions. J'invite vraiment tout le monde. Voilà, c'est ça en fait, parce que tout sera dit. Donc, tout sera dit, tout sera expliqué. WTC, mardi 26. Nous vous recevons à partir de 13h30 d'ailleurs. Les places sont limitées. Il faut s'inscrire. Les liens tournent sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Enfin, donc voilà. Si on n'est pas inscrit, on ne pourra pas rentrer? Si, vous pouvez rentrer, bien sûr. On va pas dire ça quand même trop fort, mais il faut s'inscrire. Donc, ce serait bien c'est une gestion de logistique, mais seulement la porte est ouverte à tous et nous vous attendons vraiment mardi. Nombreux et à la fois les entreprises, mais aussi les particuliers. Aussi les particuliers, on va aussi parler par exemple des locations touristiques. De temps en temps, on loue un petit bout de la maison, etc. Donc, quels sont les impacts fiscaux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont nos droits, nos obligations? Donc, tout ça, ce sera débattu. Les locations meublées non professionnelles. Voilà, donc ce sera vraiment... Donc, rendez-vous mardi 26, 14h. N'oubliez pas de vous inscrire. Vraiment animé par le centre de gestion agréé, l'ordre des experts comptables, l'administration la chambre fiscale de commerce. Et l'ordre des avocats. Voilà. Merci d'être venu. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. On va conclure notre émission et revenir donc sur les invités qu'on a reçus aujourd'hui. Avec Joanne Dahomey et Anne-Gaëlle Lubineau, nous avons parlé de ce concours OZ, donc spécifiquement pour les personnes bémaotiennes, donc femmes qui souhaitent entreprendre. Vous pouvez
vous inscrire auprès de la ville de Bemao, ceci jusqu'au 7 juin, donc qui tend à soutenir l'entrepreneuriat au féminin. Avec Edith Evridius, on a parlé de la ménopause et des conseils qu'elle pouvait nous donner en matière de naturopathie. Vous pouvez aussi la contacter directement pour avoir des soins et des conseils. Avec Jocelyne Gélabal, on a parlé du festival Terre de Blues, donc qui aura lieu à partir du 17 mai à Marie-Galante. Donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que les places sont chères après pour l'hébergement et pour le transport. Avec Sandy Kelly et Maria Isabelle de la Cruz, on a parlé de ce livre. Donc activez votre meilleure version et recevez vos bénédictions en 12 enseignements. Donc avec la possibilité de trouver ce livre sur Amazon. Sur Amazon, sur également la FNAC, dans toutes les librairies francophones, voilà. Guadeloupe, Martinique, voilà, je ne vais pas vous lister. Tous. Voilà. Et donc avec Mylène Nicolas, on a parlé de la loi de finances et de ce rendez-vous qui est donné ce mardi 26 au WTC pour avoir toutes les informations concernant la loi de finances 2024. Avec les informations, nous avons traité de la semaine de la petite enfance du département et notamment du séminaire qui a eu lieu pour les porteurs de projets qui veulent accueillir des jeunes enfants et donc comment améliorer leur parcours autour de la création. Avec, on a parlé aussi de la visite de terrain de monsieur Frédéric Sanor, donc directeur de l'ANS, donc autour du stade des Abîmes. On a évoqué le problème de l'agression à l'arme blanche avec cette conférence de presse de la procureure. Donc, elle est revenue sur cet événement ainsi que sur l'inauguration de la base nautique de Rivière-Sens, donc inauguration qui a eu lieu hier. Voilà pour les informations du jour. Il est 13h59 et nous avons terminé l'émission à... Oui, petite parole à pays là. Cracher en bouche, yo cracher en bouchard. Donc, tu es toujours du même avis qu'eux. C'est sorti donc de ce livre À l'aise pour pas les créoles, donc extrait de l'ouvrage de Marie-Noël Recoq et de Moïse Benjamin. Donc, c'était parole à pays là du jour. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné et on se retrouve demain pour le ZCL.